Laurent Gbagbo, transféré à La Haye depuis 2011, restera en prison. Un énième refus de la CPI, alors que pour la défense, rien ne justifie la détention de l'ancien président ivoirien. Assane Diop. Oui, voilà, 13e refus de remise en liberté provisoire ou remise en liberté définitive. 7 ans de détention, on l'a dit. Un procès qui est suspendu depuis janvier 2018 du fait que les magistrats avaient estimé que le dossier d'accusation méritait d'être étoffé. Et puis, donc, ce dernier rejet qui intervient et qui a été d'ailleurs sous-traité médiatiquement. Peut-être d'ailleurs parce que aujourd'hui le cas Gbagbo est devenu une sorte de routine. Et je trouve que cette fausse routine et aussi résulte aussi la défense a une part de responsabilité. Comment voulez-vous uniquement pour une 13e demande, donc ça fait 13 fois, pour demander la libération de votre client, avancer comme argument son état de santé et son âge au lieu de s'attaquer au fond du dossier ou à des distorsions au niveau du dossier, ou même invoquer le procureur qui l'avait inculpé, qui s'appelle Ocampo, et on a découvert au fil d'enquête que ce monsieur n'était pas si blanc que ça, et a instrumentalisé même au moment où il y était la CPI et après son départ la CPI. Voilà un motif qui méritait également une demande de remise en liberté, mais jamais la défense n'a utilisé ces informations qui ont quand même fait la une d'un certain nombre de médias. Non, on invoque l'état de santé de monsieur Gbagbo. Évidemment, les magistrats ont fait appel à une commission qui a statué, une commission médicale. On n'a pas de raison de douter de ce que dit cette commission. Et puis, une fois que ce rejet a été annoncé, l'un des avocats conseil, mais qui ne dépend pas de la CPI, qui s'appelle Maître Habiba Touré, sans doute assigné à la communication, nous dit qu'elle est en colère car c'est de l'acharnement judiciaire. Non mais attendez, c'est une réaction bateau, ce n'est pas une réaction, à mon avis, à la hauteur de ce dossier et à la hauteur du destin de ce monsieur. Donc on est en droit de s'interroger sur on est en droit de se demander à quoi joue la défense de Laurent Gbagbo. Alors je vous la pose, Fanny Pigeot, cette question. Alors moi je vois trois choses. D'abord il faut bien noter qu'il y a un des 3 juges de la chambre préliminaire qui était chargé de répondre à cette question de demande de mise en liberté. C'est le juge président, le juge italien Kuno Tarfusser, qui lui a émis une opinion dissidente qui dit qu'il faut libérer Laurent Gbagbo. C'était en 2017. Non, il l'a refait. C'est la 3e fois qu'il émet une opinion dissidente avec un argument qui est imparable, c'est-à-dire que non seulement il y a l'âge, la question de la santé. Alors la question de la santé, elle a été réglée en fait par des médecins qui sont payés par la CPI et qui dépendent du centre pénitentiaire. Donc ce ne sont pas des médecins indépendants. Déjà, il y a un problème. Et donc ce juge président, Tarfusser, lui dit on est aujourd'hui au-delà des délais raisonnables, au-delà des standards de la Cour européenne des droits de l'homme sur le délai de détention provisoire de Laurent Gbagbo. On est voilà hors standard de la justice internationale, de toutes les juridictions internationales qui existent. Donc lui il dit ça. Alors effectivement, la défense, cette fois-ci, s'est appuyée seulement sur l'argument de la santé, alors qu'il y a tout un tas de choses qui ont évolué depuis la dernière demande de mise en liberté. Et d'ailleurs, dans la précédente demande de mise en liberté, ils avaient mis en avant plusieurs arguments, cette équipe des défenses. Et puis c'est pas la première fois qu'il y a des choses assez étranges qui se passent de ce côté-là. Et le juge lui-même, Tarfusser, toujours le même, s'étonne dans son jugement, dans sa décision dissidente, enfin dans son opinion dissidente, du fait que la défense n'invoque pas d'autres arguments. Et c'est inquiétant, surprenant. Et bon, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que maintenant, il peut y avoir une demande de mise en liberté qui peut être formulée à tout moment. Donc il va y avoir. Alors, vous dites que la défense, ces experts médicaux sont payés par la CPI, mais la défense de Laurent Gbagbo est payée comment Par la CPI aussi. Par voilà, la CPI aussi. Voilà. Et donc ce sont quasiment tant que le procès va durer, ils vont recevoir quasiment leurs honoraires. Laurent Gbagbo a été reconnu indigent, donc c'est la CPI qui prend en charge. Donc finalement, on peut se demander s'il y a une obligation de résultat pour cette équipe de défense. Enfin voilà, là on extrapole. Alors, Vincent Jeu, la CPI, pour expliquer son refus, elle dit qu'elle suspecte les supporters de Laurent Gbagbo d'organiser
sa fuite et de l'inciter à se soustraire aux poursuites. Ce qui me paraît hautement improbable. Je pense que Laurent Gbagbo souhaite faire droit à la thèse qui est la sienne. Et donc je l'imagine mal aller se planquer hors de portée de la Cour. Mais vous savez, au-delà du dossier Gbagbo, cas d'école s'il en est, ce qui est tragique dans cette affaire, c'est que ce qui restera de cette séquence, c'est un fiasco judiciaire. Et que donc cette Cour pénale internationale, donc domiciliée à La Haye, aux Pays-Bas, est déjà suspectée par une partie significative de l'intelligence africaine de délivrer une justice de vainqueur, d'être partiale dans ses incriminations. Et voilà qu'en plus, elle montre une carence en termes de professionnalisme qui est absolument sidérante. On devrait avoir là la crème de la crème des magistrats et des juristes du monde. Or, qu'est-ce qu'on a? De l'amateurisme dans le camp de Laurent Gbagbo, mais aussi de Charles Blé Goudet d'ailleurs, et de l'amateurisme chez la procureure. Et au fond, on a quand même une période, c'était, je crois me souvenir, en 2013, où déjà 2 juges sur 3 de la Chambre préliminaire, dans sa composition de l'époque, étaient favorables à la mise en liberté, évidemment provisoire de Laurent Gbagbo. Au prix d'une acrobatie qu'il serait trop complexe de rappeler ici, c'est l'opinion de la 3e juge, d'ailleurs proche collaboratrice de Luis Moreno Ocampo, qui avait prévalu. Et donc il avait été maintenu en décision. Il y a eu plusieurs épisodes dans lesquels, juridiquement... C'est même de l'inculper, en fait. À l'époque, c'était pas une mise en liberté, c'était est-ce qu'on l'inculpe ou pas. Et voilà. Et là, effectivement, il y a une juge sur 3 qui avait dit oui, on l'inculpe et les autres non. Mais voilà, et donc, quelle peut être demain la crédibilité d'une institution judiciaire qui aura montré à ce point son inaptitude à prouver le fondement d'un postulat. Je peux pas être soupçonné de complaisance vis-à-vis du régime de Laurent Gbagbo, mais enfin, quand même. Dans le cas quand même. Bemba, hein. Quel est le cœur de la question? Le postulat qui avait été adopté par Moreno Ocampo, puis repris par Fatou Bensouda, c'est il y avait un plan délibéré, orchestré, organisé de maintien au pouvoir, fût-ce au prix de... Il y a eu des violences meurtrières qui doivent être jugées pour telles. Mais à ma connaissance, et en dépit de l'année de rab qui lui a été accordée voilà peu, Fatou Bensouda n'a jamais été capable de démontrer l'existence de ce fameux plan politique, de cette stratégie délibérée. Donc, à partir de là, il faut en tirer les conclusions. L'autre partie n'a jamais été entendue, du reste, hein, dans cette crise ivoirienne. Et la conclusion, à mon avis, c'est que s'il y a une chose qui est politique, en revanche, et qui est incontestablement politique, et qui déborde du cadre ivoirien, c'est le fait que Laurent Gbagbo se soit retrouvé à la CPI. Là, on voit bien que c'était manifestement orchestré politiquement, à la fois à l'avantage d'Alassane Ouattara, c'est incontestable, et à l'avantage aussi de ceux qui avaient contribué à la chute de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire Alassane Ouattara, à commencer par Nicolas Sarkozy et la France. Il faut appeler un chat un chat. Hein, et que l'ambassadeur de France, qui était en poste au moment de la chute de Laurent Gbagbo, il est aujourd'hui l'un des conseillers privés du président Alassane Ouattara. Chercher l'erreur. Il ne faut pas oublier que les contacts entre le procureur de l'époque, Luis Moreno Ocampo, avec Alassane Ouattara, ont commencé... Enfin, on sait de manière sûre qu'ils ont commencé dès début décembre 2010, c'est-à-dire au tout début de la crise post-électorale, alors qu'il n'y avait pas eu encore de violence. C'est à partir de là, et peut-être même avant d'ailleurs, que toute cette histoire s'est montée. Alors, pour la suite... c'est aussi intéressant là ce qui va se passer parce que les 2 équipes de défense, donc de Blé Goudet et de Laurent Gbagbo, ont formulé une demande d'autorisation. Ils demandent l'autorisation de déposer une demande de non-lieu. C'est un peu compliqué tout ça. Ce qui va forcément être accordé par les juges puisque eux-mêmes l'ont suggéré il y a quelques semaines. Alors voilà, il va y avoir un certain nombre de mois qui vont s'exprimer. C'est peut-être d'ailleurs le stratagème qui permettra à la procureure de s'en sortir à peu près honorablement. C'est sa fameuse clause de ce qu'on appelle le no case to answer, qui en fait équivaut effectivement à un non-lieu. Il l'avait appliqué au Soudan. Si on lit entre les lignes de l'arrêt qui a été rendu par les juges de la Chambre, elle est quand même invitée à réviser sa copie.
Et réviser sa copie, ça peut aller jusqu'à effectivement admettre la délivrance d'un non-lieu. De toute façon, encore une fois, si on a suivi le procès du début à la fin, ce que moi j'ai fait jusqu'ici, aucun témoin sur les 82 produits par Bensouda n'a apporté la moindre preuve, le moindre soupçon d'éléments qui prouveraient ce fameux plan commun. Et pire, une grande majorité des témoins ont contredit totalement sa thèse. C'était impressionnant. Ces témoignages sont épuisés aujourd'hui, non? Cette Diop, qu'est devenue l'initiative qu'avaient prise certains chefs d'État africains pour demander justement la liberté provisoire de Laurent Gbagbo? Oui, je ris, et malheureusement, enfin, il s'agit d'une histoire sérieuse, mais c'était pas du tout sérieux comme attitude. On n'attend pas d'aller plaider la cause de Laurent Gbagbo auprès de François Hollande, membre de l'Union. Ce qui montre bien que c'est complètement politique, cette affaire. Voilà, ce qui montre encore une fois que c'est complètement politique, quand bien même François Hollande, sans doute, a dû botter en touche en disant, vous savez, c'est une affaire judiciaire, je m'en mêle pas, etc. C'est un procès, mais il n'empêche que cette démarche avait été médiatisée, mais cette démarche est une démarche de la 25e heure. Elle est arrivée trop tard. C'était pas à ce moment-là qu'il fallait manifester effectivement que la raison de la présence de Laurent Gbagbo à La Haye est une raison politique. Moi, je vois aussi effectivement dans leur démarche la confirmation effectivement que c'est un dossier éminemment politique. Mais ce sont les mêmes peut-être, ou parmi eux en tout cas, qui n'ont pas réagi au départ lorsque une intervention sous label de l'ONU a abouti à l'éviction d'un chef d'État 50 ans ou 60 ans après les indépendances africaines, avec l'aide de la France. Plus que l'aide. Fanny Pigeot. Voilà. Oui, non, on est on peut parler de scandale judiciaire aujourd'hui à propos de ce qui se passe à l'Est. C'est quand même ahurissant de voir tout ce qui se passe. Il n'y a rien. Et puis aussi, je voudrais souligner l'absence totale de suivi de la part des médias français, alors qu'on est sur un cas absolument exceptionnel qui implique les autorités politiques françaises, l'armée française, qui ont joué un rôle absolument majeur en 2010 et en 2011, et là, silence radio, alors qu'on est face vraiment à un scandale voilà, énorme. Ce qu'on a vu également ces derniers mois, Vincent Hugeux, c'est que de nombreux hommes politiques ivoiriens sont allés à La Haye rendre visite à Laurent Gbagbo. Oui, mais alors, tout cela n'est jamais chimiquement pur, puisque il y a des calculs de trajectoire personnelle. Si l'on prend par exemple la fracture du Front patriotique ivoirien, du FPI, Front populaire ivoirien, pardon, le FPI, on voit bien qu'entre le président officiel, Pascal Affi-N'Guessan, et les gardiens du dogme, eh bien, il y a une volonté de se placer et d'avoir la caution du grand homme pour se projeter dans l'avenir. Certains considérant qu'il faut clore ce chapitre, d'autres qu'il doit continuer d'incarner un pouvoir injustement écarté du palais. Mais vous savez, par rapport à tous les procès que rappelait Hassan à l'instant, qui ont été intentés, à tort ou à raison, à la CPI, il y avait là une fenêtre de tir absolument formidable pour faire litière de ces griefs. Et hélas, et c'est encore une fois tragique pour l'avenir, la CPI a été incapable d'écarter le spectre de l'influence politique, en fait. Et puis il y a aussi ce qui a été dit déjà sur ce plateau, c'est que le ver est dans le fruit depuis le début, c'est-à-dire que moi, le fait que Laurent Gbagbo soit au centre pénitentiaire de Scheveningen, je ne pense pas que ce soit un scandale planétaire. Le scandale planétaire, c'est que dans la cellule d'à côté, il n'y ait pas au moins l'un des caïds du système Ouattara qui ont eux aussi commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et que cette dissymétrie judiciaire a d'emblée empoisonné avec une toxicité formidable toute hypothèse de réconciliation des Ivoiriens entre eux. Donc, vous voyez, très au-delà du cas de Gbagbo, que ce soit sur la justice ou sur le devenir politique de ce grand pays d'Afrique, eh bien, je pense qu'on a loupé une occasion absolument unique. Le contresens, à mon avis, voilà, le contresens d'une mauvaise influence de Gbagbo sur la situation politique interne, c'est pas le risque, c'est pas de le remettre en liberté, c'est de le garder là-bas, de le garder à La Haye, en dépit du vide du dossier d'accusation, hein. Et donc, par conséquent, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait le voyage de La Haye, oui, comme on va, voilà, comme on fait un pèlerinage à la Mecque ou toute proportion gardée, ou à Rome, voilà. On rappelait au début de cette actualité ivoirienne, Fanny Pigeot, que
Laurent Gbagbo avait été condamné l'année dernière par la justice ivoirienne à 20 ans pour le braquage de la BCEAO. On dit braquage, là aussi c'était un dossier qui malheureusement n'a pas été étayé de preuves. C'est ce qui s'est passé, ce qui se passe avec la justice ivoirienne est aussi très problématique sur un certain nombre de dossiers. Bon, alors effectivement sur le cas dont on parlait du camp Ouattara, il y a des enquêtes qui sont menées par la CPI. De ce que je sais, il y a une envie de certains acteurs à la CPI de se redonner une image un peu positive et donc d'aller dans un sens d'enquête sérieuse sur la CPI. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Fanny Pigeot, journaliste indépendante, et Vincent Eugeux de l'Express. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde, ainsi que sur l'appli TV5 Monde Afrique.